depuis des années, parce qu'on investissait dedans. Et à côté, il y avait une autre petite société qui s'appelait Décra Certification de Personnes, D'accord. qui elle faisait. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est des cycles de 5 ans avec un pic la première année. Enfin, en comptabilité, c'est ce qu'on appelle les produits constatés d'avant. C'est un peu compliqué, mais en grosso modo, c'est une société qui faisait à peu près 500 000 euros, 500-600 000 euros de chiffre d'affaires. Il y avait 6 personnes dedans. Eux, ils étaient à peu près à l'équilibre où ils gagnaient de l'argent. Mais bon, c'est une petite boîte. Donc, moi, je suis arrivé en 2008, je les ai fusionnés. Donc, on a fusionné pour faire le décret certification actuel. Mais par contre, j'ai gardé 2 départements séparés. Puis après, j'ai rajouté un troisième quand on a lancé les fluides. Puis un quatrième quand on a fait PGC. Puis après, j'ai rajouté les deux départements côté product testing. Donc effectivement, on est passé en très peu de temps de grosso modo 400 000 euros de chiffre d'affaires à 3,3 millions aujourd'hui, et de 3 collaborateurs à 29. Donc c'était une croissance assez forte. On partait plus loin par rapport à nos confrères, parce qu'eux, ils sont assis sur le marché depuis très longtemps, ils ont leurs clients, leurs grands comptes, leurs structures, leurs accréditations. D'accord. C'est Et une plus grosse machine. pour l'avenir, alors du coup pour 2014, vous avez des objectifs forcément, donc Ouais, bah oui, on a prévu encore une croissance. une On croissance. est plutôt pour le moment en avance D'accord. par rapport à ce qu'on a prévu sur notre croissance. Il y a des enjeux aussi de profitabilité qui là sont plus importants parce que c'est un marché aujourd'hui. Cette semaine, j'ai déjeuné la semaine dernière avec le patron de SGS France et le patron de BV Certification, Bureau Veritas Certification. D'accord. On avait des discussions. Le patron de BV Certification, c'était lundi à midi que j'ai déjeuné avec lui. Il me dit on est vraiment sur un marché très très difficile et qui est très difficilement rentable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un effet ciseau en termes de comptabilité, pour faire simple. C'est-à-dire que les règles d'accréditation nous imposent d'avoir des gens de plus en plus compétents. C'est-à-dire que quasiment presque la standardiste qui décroche le téléphone, il faudrait presque que ce soit une auditrice. Donc forcément, vous ne payez pas le même prix. Ouais, bah oui. Et à l'inverse, de l'autre côté, des prix qu'on vend aux clients, ils chutent. Parce que c'est la crise. Les clients veulent qu'on fasse des forfaits tout intégrés, avec les frais de déplacement inclus, etc., etc. Le prix de la journée, ils veulent qu'on baisse, ils veulent pas qu'on facture des frais administratifs à cette hauteur-là. Enfin, ils négocient un peu tout. Donc ça fait que vous avez une chute du prix moyen du client, alors que de l'autre côté, vous avez des contraintes salariales, de coûts, enfin il y a de l'inflation. Bah, pour Le téléphone il coûte l'entretien, plus cher aujourd'hui qu'il coûtait il y a 5 ans. Le prix de l'essence il coûte plus cher aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Donc vous ne refacturez pas en proportion, donc ça fait que c'est très difficile. Et quand vous regardez, je pourrais vous montrer à titre indicatif un tableau comparatif que j'ai par rapport à tous mes concurrents Oui. sur les dernières années, puisque vous me demandez, moi je fais ça sur Infogreffe, donc je lis ce tableau. Il y a une stagiaire à qui j'avais demandé de l'initier il y a quelques années, puis depuis je regarde régulièrement à jour. La plupart des grandes sociétés aujourd'hui sont en perte en certification. Ils perdent de l'argent et depuis longtemps. C'est pas juste ponctuel. C'est un marché qui est extrêmement difficile. Vous avez des sociétés qui font. Il y en a une par exemple qui fait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires et il fait un EBIT de 200 000 euros. D'accord. C'est-à-dire il est 4 fois plus gros que nous et il fait le même EBIT que nous. Ouais. Parce qu'il y a des frais de structure qui mécaniquement sont obligés de faire quand vous grandissez. Vous êtes obligé de rajouter des personnes derrière pour produire. Voilà, et ces personnes, elles ont un coût salarial qui est fixe. Et du coup, quelle que soit la taille, vous êtes obligé de les avoir. Et ça vous grève fortement les choses. Donc, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel et difficile. Actuellement surtout. Ouais. Et ce n'est pas des marchés en croissance parce que toutes les sociétés qui veulent avoir leur certification ISO l'ont, grosso modo. Donc aujourd'hui, c'est qu'un marché de renouvellement. C'est-à-dire les gens qui viennent chez nous, c'est souvent des gens qui sont déjà certifiés ailleurs. Bah oui, donc, et du coup, donc c'est un jeu un peu de chaise musicale, c'est-à-dire ils quittent l'AFNOR pour venir chez nous, ils quittent BV pour venir chez nous, ou AGS parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils n'étaient pas contents de l'auditeur, des tarifs, de la relation avec l'organisme, parce qu'une fois on a un client qui est revenu chez nous parce que l'organisme avait perdu son contrat, ils ont oublié de lui planifier son audit, par exemple, on a eu le cas, donc ils disent mais il se fout de ma gueule, j'aurais envoyé le contrat, puis ceux qui me disent on n'a pas votre contrat, bon, je sais pas, si vous l'avez perdu, moi je pars. Voilà, ou alors ils ont oublié de planifier l'audit, donc du coup le client se dit mais c'est pas ce mois-ci qu'on aurait dû être audité, alors d'un seul coup l'organisme de certification dit ah oui, excusez-nous, on va vous faire une dérogation, on va vous faire un truc. Alors, le client, j'en ai eu une fois au téléphone comme ça, il m'a dit c'est quand même pas à moi d'appeler l'organisme pour leur dire que vous devez planifier l'audit. Voilà, donc les gens quand ils sont pas contents quittent, mais c'est un peu un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que nous on grandit, parce qu'il y en a qui quittent d'autres organismes. Exactement. Ceux qui grandissent aujourd'hui, la plupart du temps, c'est ça. Si vous regardez dans l'infographe les courbes de croissance de certains, c'est parce qu'ils ont pris des clients à la FNOR, à BV, etc. C'est-à-dire que la FNOR, pour grandir, lui, doit aller chercher sur d'autres marchés, d'autres types de clients. D'accord, ok. Donc globalement, c'est pas un marché qui est en croissance, c'est un marché qui est stagnant, voire qui est complètement mature, voire qui est un peu en décroissance. Alors quelquefois, on a quelques nouveaux clients, donc ils disent tiens, on a besoin de certifier, on est une nouvelle société, etc. Il y en a quand même ce qu'on appelle des nouvelles demandes, mais ça compense aussi des gens qui, à l'inverse, ont fermé, ont été fusionnés par des rachats de grands groupes. Parce que c'est pareil, des fois vous avez 3 sociétés qui ont chacune un certificat,
avec 3 organismes différents. Et ensuite, Quand ils fusionnent et qu'il y a un seul groupe, des fois on fait un certificat groupe, voilà. donc vous n'avez plus qu'un seul certificat. Mhm. Donc la valeur moyenne de ces 3 clients-là, elle est divisée par 2. Et puis au lieu d'avoir chacun un certificat dans 3 organismes, il n'y en a plus qu'un qui a un certificat. Donc du coup, cette consolidation aussi fait... Mais vous pensez que d'ici quelques années, je ne sais pas si les certificats vont devenir une norme vraiment légale Ils le sont aujourd'hui, par Parce exemple. que pour certaines... Pour le DIAGIMO, voilà, vous n'avez pas le droit de travailler si vous n'êtes pas certifié. Voilà, Pourquoi? Parce que le diagnostiqueur, si vous achetez un jour un appartement ou une maison, ou si vous vendez, vous verrez que vous serez obligé d'avoir un diagnostic immobilier qui est fait. Ce diagnostiqueur qui va venir va être obligatoirement certifié. Pourquoi? Parce que les rapports qu'il va faire vont être joints à l'acte notarié, qui est un acte officiel. Oui. C'est quand même important. Si vous achetez demain un appartement dans la région parisienne, il y en a, je peux vous dire, mais dans d'autres villes de France aussi, où il y a du plomb, parce que la peinture sur les murs, il y a 40 ans, ça se faisait avec la peinture au plomb. Le plomb, ça apporte du saturnisme. S'il y a du plomb dans les canalisations, ça apporte du saturnisme. C'est un métal lourd qui ne repart jamais du corps. Et vous avez beaucoup de dégâts sur le corps après. S'il y a de l'amiante, c'est pareil, des fibres d'amiante, ça vole partout, vous ne les voyez pas. Il y a des gens qui ont des cancers de la plèvre à cause de ça. Donc c'est des notions de sécurité. Voilà, donc là c'est réglementaire. Les fluides frigorigènes c'est pareil. Ils sont obligés de les certifier aujourd'hui. Un garage qui fait de la clim, il est obligé d'avoir une certification parce que c'est un engagement qu'a pris la France dans le cas de la signature du protocole de Kyoto. Oui. Donc là c'est une obligation. ISO aujourd'hui n'est pas une obligation. IFS et BRC, oui. Vous voulez travailler pour Auchan, pour Carrefour, pour un truc. Première chose qu'ils vous disent, vous êtes IFS? Non, vous prenez la porte, vous faites certifier IFS, et après vous revenez me voir. Voilà. Donc il y a des certifications qui sont obligatoires dans certains marchés. EN 9100 dans l'aéronautique. Si vous êtes un sous-traitant d'Airbus, ils ne vont pas vous demander d'être ISO 9001, ils vont vous dire qu'il faut être EN 9100. Dans l'automobile, c'est ISO TS. C'est les normes sectorielles. Voilà. Donc là, il y a des certifications qui sont obligatoires, mais elles ne sont pas dans le sens légal, dans le sens où vous l'entendez. Elles sont obligatoires parce que c'est les grands donneurs d'ordre qui vous l'imposent. D'accord. Vous voulez travailler avec Renault, ils vont vous dire, si vous n'êtes pas un sous-traitant, ce qu'on appelle de rang 1, si vous n'êtes pas ISO TS, Renault ne va pas vous référencer ou Peugeot dans son cahier des charges. C'est impossible que vous travailliez pour eux. Voilà. Si vous n'êtes pas EN 9100 sous-traitant d'Airbus de niveau 1, vous ne pourrez pas travailler avec eux. Donc c'est les grands donneurs d'ordre qui, quelque part, rendent le marché obligatoire. Mais si vous n'êtes pas dans ces marchés, ce qu'on appelle de niche, c'est-à-dire l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, le médical, avec des normes sectorielles que les grands donneurs d'ordre peuvent imposer à leurs sous-traitants, tout le reste du marché, c'est des démarches qui sont volontaires. Et là, par contre, on a un vrai problème en France, c'est qu'on n'a pas vraiment une culture qualité. C'est ça. On se demande toujours pourquoi l'Allemagne fonctionne très bien. En Allemagne, même dans une petite boîte, il y aura forcément un responsable qualité. Ce sera le PDG, ce sera le chef comptable, ce sera le technicien de production, mais il y aura quelqu'un qui, dans ses attributions, dira voilà, moi je suis en charge des finances. Et j'ai aussi une casquette casquette qualité, c'est-à-dire tous les mois je vérifie ceci, cela, je m'assure. Parce que eux c'est ancré, c'est-à-dire que la qualité ça fait partie, c'est un actif de la société. Ils estiment que c'est important. En France, il y a plein de gens qui disent ouais bon on sait comment bosser, c'est bon quoi. Donc on fait un truc comme ça et on met pas vraiment quelqu'un en charge de la qualité et on valorise pas ça. Ça fait que si il y a des études au niveau mondial qui sont faites par l'organisme ISO qui montrent le nombre de certificats ISO par pays et par norme. Si ça vous intéresse, je pourrais vous le donner. Ça s'appelle l'ISO Survey, c'est une étude ISO. Donc, vous avez le nombre de certificats ISO par pays et par norme. Donc si vous regardez par exemple le nombre de certificats ISO 9001 en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, etc., ou ISO 14001, c'est encore pire pour l'environnement, vous allez voir qu'en France, on a quasiment le même nombre de certificats ISO 14001 que la Suède. Alors que notre économie, elle est, 10 fois plus grande. D'accord. Vous dites qu'il y a un problème. Aujourd'hui en France, on a à peu près 30 000 certificats ISO, tout type de schéma ISO confondu. En Allemagne, c'est 66 000, en Espagne, 70 000. En Italie, 100 000. D'accord. Donc en fait, en termes de certification, on est finalement proportionnellement un petit marché. Alors qu'on est un des plus gros pays en termes d'économie, on est un relativement petit marché comparé aux autres économies européennes. Et ça, vous ne savez pas à quoi c'est dû ou comment ça s'explique? C'est dû à la culture. Je pense que l'Espagne a dû faire beaucoup de certifications ISO depuis quelques années, parce qu'à l'époque, l'Espagne était un pays, on va dire, en voie de développement, enfin considéré comme un pays en voie de développement. Et je pense que pour exporter vers la France, vers l'Allemagne, la plupart des entreprises ont dû se dire, il faut qu'on ait un certificat pour se rendre un peu crédible. Aujourd'hui, vous avez ça sur l'Afrique, par exemple. On commence à avoir beaucoup de demandes du Maroc, de Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, etc. Parce que ces gens-là, quand ils travaillent qu'entre eux, ça va, on se tape dans la main, il y a mais après, il faut s'agrandir avec local. Avec l'ouverture. Mais quand à un moment donné, ils disent ouais, je vais exporter au Maroc, à partir du Togo, ou je vais exporter vers l'Espagne,
Il dit, pour être crédible au niveau international, ce serait quand même bien qu'on ait un certificat international. Le certificat international, le passeport, c'est l'ISO 9001. Ouais. Donc ces pays-là sont plus dynamiques, donc ça c'est le cas de l'Espagne. L'Italie, c'est un cas un peu particulier, ils sont beaucoup plus nombreux parce qu'il y a une norme en Italie qui fait que si vous travaillez dans le domaine du bâtiment, enfin une norme, il y a une obligation légale, c'est que si vous travaillez dans le domaine du bâtiment, vous devez être certifié ISO 9001. D'accord. Donc vous imaginez que si demain l'État français demandait la même chose, si vous devez certifier toutes les entreprises françaises dans le domaine du bâtiment, le marché il explose. C'est-à-dire, l'ISO en France, dans ce cas-là, le marché il double ou il triple de taille. Pour travailler avec les gros appels d'offres, quand vous faites un collège, un lycée, une piscine, une barre d'immeubles, de logement, il y a des appels d'offres, on va dire toutes les entreprises de peinture, de maçonnerie et autres devraient être certifiées. Tout de suite, ce serait différent. Et l'Allemagne, je l'explique, c'est pas le cas de l'Italie ou de l'Espagne. L'Italie, je vous dis, c'est parce qu'il y a comme cette réglementation pour le domaine du bâtiment. L'Espagne, je pense que c'est dû au fait qu'ils ont voulu beaucoup exporter. Les Espagnols exportent quand même pas mal. Donc eux, ils se sont dit, il faut qu'on soit crédible. L'Allemagne, c'est autre chose. Eux, je pense que c'est vraiment ancré dans leurs mœurs. Et ils se disent, il faut absolument qu'on ait des processus carrés. Reconnus par quelqu'un d'extérieur qui vient nous auditer. Pour être dans l'amélioration, parce qu'eux, ils veulent non seulement vendre et fabriquer la qualité en Allemagne, mais aussi l'exporter. Et donc, ils disent qu'il faut qu'on ait un passeport international. Et là, du coup, vous parlez de l'Allemagne, donc DEKRA Allemagne, DEKRA Deutschland. Comment expliquez-vous le contact? Enfin, c'est la société mère, c'est ça? Oui, c'est notre société mère. Voilà, et du coup, vous êtes souvent relié avec eux. Oui, je suis en séminaire la semaine prochaine, 3 jours. D'accord. Enfin, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. D'accord, et la communication, du coup, entre vous, par exemple, elle est fréquente, ouais? Oui, bien sûr, on échange, mais il n'y a pas qu'avec l'Allemagne. Nous, moi, je travaille avec eux. Alors, j'ai un cas particulier parce que l'Allemagne, c'est aussi ma maison mère. Donc, j'ai mon président qui est là-bas. D'accord, voilà. Oui. Là, j'ai aussi à remonter les résultats. S'il y a des choses, ils me posent des questions, ils vont m'appeler. Je leur explique ma stratégie, pourquoi on veut prendre l'accréditation ou pas, etc. Mais au-delà de ça, si je retourne en bas d'étage en dessous, tout ce qui est la partie commerciale, traditionnelle, je suis en contact avec les États-Unis, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Espagne. Parce que des fois, on va avoir un client qui va nous dire tiens, j'ai une filiale là-bas, est-ce que vous pouvez m'aider Ou on fait un appel d'offres sur toute l'Europe, donc on va consolider tout le monde, on va les appeler pour dire donne-moi ton meilleure offre, puisqu'ils vont dans ce cas des sous-traitants pour nous, localement. Donc on a régulièrement des contacts avec la plupart des pays. Ouais. D'accord, ok. Et ça, c'est ce qui est agréable d'ailleurs dans la structure, c'est qu'on travaille vraiment de manière très. Si je veux appeler Roman, le patron de la Pologne, je l'appelle. Sinon, j'ai besoin d'un de tes auditeurs parce que j'ai un client qui me demande d'aller auditer son site là-bas. Il va dire ok, je vais passer à mes équipes. Passer le message et ça ira plus vite et ça fonctionne très très bien, c'est très réactif. D'accord. Ça c'est dû aussi à la proximité comme vous avez évoqué tout à l'heure. C'est dû à la proximité, la taille du réseau. Ouais. Voilà, la taille du réseau. D'accord. Et concernant donc uniquement DEKRA France, DEKRA certification ici. Donc moi j'ai eu un schéma quand je suis arrivée premier jour de stage. Donc Pascal il m'avait montré un peu l'organigramme on va dire et un peu donc la structure de certification. Donc vous êtes bien une... Je ne sais pas si c'est une filiale, mais je ne pense pas, mais vous êtes donc ancré dans DEKRA industriel, c'est ça? En fait, il y a 3 business units, donc automotive, industriel et puis personnel. Et puis vous faites partie donc de DEKRA industriel. En fait, il y a 3 niveaux dans une société. Voilà. Dans tous les groupes où vous travaillez, ça peut comme ça. Il y a un aspect comptable et financier. Oui. Il y a un aspect juridique. Oui. Et après, il y a un aspect plutôt de management. Oui. Voilà. Et ça peut être des choses très différentes. Donc, nous, on est une filiale complètement à part. Juridiquement et comptablement parlant. Donc moi, je suis directeur général de cette filiale. Et cette filiale est possédée à 100% par DEKRA Certification Allemagne. D'accord. Donc, juridiquement parlant, je reporte directement à l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui gère tout Aussi ça. bien pour les reporting et la finance que pour tout ce qui est stratégie. Là, quand je vais faire l'Assemblée Générale d'approbation des comptes, c'est mon président en Allemagne qui va signer, qui va approuver les comptes. Une fois que les commissaires aux comptes sont passés, là, puisqu'ils sont passés, les comptables ont terminé le bilan, c'est lui qui va approuver les comptes, qui va approuver les décisions lors de l'Assemblée Générale. D'accord. Donc ça, c'est un aspect comptable, puisque les capitaux sont possédés par l'Allemagne. Oui, les capitaux sociaux. Reporting. Après, il y a un aspect plutôt d'organisation dans un groupe, c'est de savoir les entités, à quelle entité elles reportent, quand c'est des petites entités, etc. Donc nous, au niveau du groupe DEKRA, effectivement, il y a 3 grandes divisions, pour faire simple, l'automobile, industriel et personnel. Donc, personnel, on ne l'a pas en France et dans beaucoup de pays, c'est principalement en Allemagne et en Europe centrale. Donc, pour faire simple, il y a 2 grandes divisions, automobile et industriel. Et dans ces 2 grandes divisions, il y a beaucoup de lignes de service en dessous. Dans l'automobile, il y a le contrôle technique, ce que vous connaissez quand vous amenez votre voiture, dans les centres DEKRA. Mais on fait également, on a des pistes d'essai où on fait de l'homologation de véhicules. D'accord. On fait également un autre service, c'est tout ce qu'on appelle claim. C'est-à-dire quand vous tombez en panne, vous appelez un service d'assistance.
vous pensez tomber chez votre assureur, mais nous, on est un call center sous-traitant pour eux. Donc, si ça se trouve, vous tombez chez les gens de Dekra, qui sont basés en Belgique. Ça, vous ne le savez pas. Donc, sous cette grande division automobile, quand vous regardez sur la présentation que Pascal vous montrer, il y a différentes lignes de service. Oui, oui. Voilà, donc ça, c'est dans l'automobile. Et dans l'industriel, pareil. Il y a inspection électrique, il y a un certain nombre de choses, sécurité haute. Et donc, il y a les lignes de la certification dedans. Oui. Donc ça, c'est plus pour les rattacher